Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vivre en Grand Est, émission proposée par le Conseil régional et les 4 chaînes de télé locales, Canal 32 en Champagne-Ardenne, Via Mirabel et Via Vosges en Lorraine et Alsace 20. Une émission ce mois-ci sur l'indispensable adéquation et complexe adéquation entre formation et besoins des entreprises, des demandeurs d'emploi qui deviennent soudeurs, fromagers, agents de sûreté dans ces 12 maisons régionales. La région propose des formations sur mesure pour répondre à des offres d'embauche très précises dans certaines entreprises. Un sujet d'importance et une démarche singulière dont on va parler avec vous, Valérie Debord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'emploi et de la formation. Je me permets de préciser que vous êtes par ailleurs Meurthe-et-Mosellane, évidemment, adjointe au maire de Nancy, mais on va rester sur votre mandat régional pour cette émission. Alors, l'adéquation, comme je l'ai dit en introduction, l'adéquation formation initiale et formation continue, mais on va dire formation en général, et besoin des entreprises. C'est un vieux serpent de mer. Est-ce que ça pose toujours problème? Ça s'améliore petit à petit. Alors, c'est aujourd'hui notre gros problème. Faire en sorte effectivement que les besoins en compétences des entreprises rencontrent les qualifications des demandeurs d'emploi. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Certaines personnes pourraient dire, tiens, il suffit de prendre en fait les personnes qui sont à la recherche d'emploi et puis les mettre en face des entreprises. Sauf que vous avez des problèmes de déplacement, sauf que vous avez des problèmes liés à la garde d'enfants qu'il faut aussi régler, sauf que vous avez des problèmes de mise à niveau de formation et que les entreprises aujourd'hui recherchent des technicités particulières. Donc tout le travail que nous faisons à la région, sous l'impulsion de Jean Rotner, c'est de faire en sorte de mettre en adéquation la demande spécifique des entreprises par bassin d'emploi. On est très grand, mais on fonctionne par bassin d'emploi, en proximité, on va y venir avec les maisons de la région, bien sûr. Des personnes qui recherchent un emploi. Alors là, c'est pour, valable ce que vous venez de dire pour la formation continue, la formation professionnelle, pour les demandeurs d'emploi. Un petit mot sur la formation initiale, c'est pas le thème de l'émission, mais il y a aussi une problématique d'adéquation formation initiale et besoin des entreprises tout de suite derrière. Bien sûr. Alors, là, ça, c'est pas, vous n'êtes en lien pas avec le rectorat néanmoins, puisque nous avons la gestion des murs des lycées et des personnels techniques qui sont dans les lycées, donc il y a fatalement des liens qui sont importants. Nous avons aussi travaillé une carte des formations avec le rectorat pour faire en sorte que sur tous les territoires du Grand Est, on puisse, que ce soit dans le cadre de la formation initiale, de l'apprentissage, offrir à tous les jeunes et les moins jeunes, une possibilité de se former à proximité. Donc on regarde beaucoup cette nécessité de prise en adéquation de la demande et de l'offre, pour pas former, entre guillemets, hors sol, et pas mettre de l'argent public sur des dispositifs où il n'y a pas de débouché. Alors, autre question un petit peu générale, si je me permets, avant de rentrer dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la démarche avec les demandeurs d'emploi en particulier. La formation professionnelle, la formation continue est en plein bouleversement, bien sûr, avec la loi Pénicaud notamment, qui est propre à l'apprentissage. Voilà, comment se situe la région dans cette démarche et ce bouleversement de réorganisation de toute la formation professionnelle? Alors nous avons regretté que le gouvernement choisisse effectivement de retirer l'apprentissage aux régions, d'autant plus que nos 3 anciennes entités administratives étaient plutôt de bonnes élèves en la matière. Il y avait des chiffres d'emploi via l'apprentissage qui étaient très positifs. Encore cette année, puisqu'on est encore sur le dispositif qui est le nôtre, on a augmenté de plus de 6% le nombre d'apprentis sur la région Grand Est. C'est un choix qui a été fait, nous sommes républicains et nous le respectons, il n'y a pas de difficulté en la matière. On rappelle l'apprentissage, la voie royale pour une employabilité directe, quasiment directe, et avec des compétences transférables immédiatement. Néanmoins, ce que nous continuons à faire, c'est valoriser cette filière d'excellence, comme vous l'avez excellemment dit, et faire en sorte aussi que dans le cadre de notre carte des formations, il y ait toujours la possibilité d'accompagner, et nous nous réservons la possibilité de mettre un certain nombre d'investissements sur certaines filières, considérant qu'elles répondront à des besoins spécifiques de notre territoire, par exemple les métiers d'art, par exemple les problématiques liées aux métiers de l'agriculture, de la viticulture, qui aujourd'hui sont en tension de façon importante, les métiers du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, qui sont en tension importante. On se réserve la possibilité, parce que ça correspondra aux politiques publiques que nous souhaitons vouloir mener sur le territoire, de continuer à accompagner certains centres de formation des apprentis. Et l'idée, c'est qu'à terme, ce soit les branches, les filières professionnelles, voire carrément certaines entreprises, je pense dans les Vosges à Eguer, à Rambervillers, qui mettent en place ces propres centres de formation des apprentis. On est bien sur l'apprentissage. Faut-il en craindre quelque chose? Quelle vigilance à avoir sur tout cela? Alors,
quand on est face à des jeunes, puisque l'apprentissage, ça s'adresse à partir de 16 ans à des jeunes qui sont encore dans une construction intellectuelle, une construction scolaire, nous considérons qu'il y a la nécessité de s'assurer d'une éthique d'apprentissage et d'assurer aussi un minimum de socle commun d'apprentissage. C'est aussi pour ça qu'il nous semblait embêtant, pour ne pas dire autre chose, qu'on ait cette volonté de privatisation de l'apprentissage. On n'a rien contre les entreprises, bien au contraire, on travaille avec elles au quotidien, mais pour les jeunes, il y a nécessité d'avoir un filet de protection par rapport à ces citoyens de demain, qui ont besoin effectivement d'avoir un socle commun d'apprentissage. Le gouvernement a fait un autre choix, encore une fois, il n'y a pas de souci par rapport à notre engagement républicain. Néanmoins, vous avez toujours aujourd'hui des CFA qui sont dans le champ du public, des CFA qui sont adossés à des lycées, notamment des lycées professionnels, qui, eux, très certainement, conserveront ce socle citoyen. D'accord. Des entreprises vont monter leur propre CFA, c'est certain. Nous demanderons à France Compétences, qui est l'organisme en charge de l'organisation maintenant de l'apprentissage, de s'assurer de l'éthique d'engagement et de l'éthique pédagogique qui sera dispensée. Ok, affaire à suivre, et je précise que l'année dernière, enfin cette année en 2019, la région, l'apprentissage c'était 160 millions d'euros, qui ne seront pas donc affectés sur le budget 2020, pardon, mais il y en aura quand même un petit peu qui sera maintenu dans ce secteur de l'apprentissage. Allez, on revient, si vous voulez bien, sur les actions que la région mène, en particulier en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, donc en leur proposant des formations sur mesure pour répondre à des besoins très précis et dans certaines filières, dans certaines entreprises. Quelle est l'ambition générale de cette démarche ? Elle est financée par un dispositif qui s'appelle FIF, le Fonds d'intervention pour la formation et l'emploi, grosso modo 100 millions d'euros par an. Demandeurs d'emploi, entreprises. L'objectif, c'est que les entreprises sur les territoires trouvent la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour non seulement répondre évidemment aux commandes qui sont les leurs, mais également développer leur activité et faire en sorte que sur tous les territoires, pas que sur les grandes métropoles, pas que sur les grandes agglomérations, il y ait toujours ce tissu et ce vivier d'entreprises. Nous, on a une logique qui est assez claire, c'est aussi pour ça qu'on a fait le très haut débit. Vous savez qu'on sera la première région fibrée d'ici à fin 2022, on a avancé le calendrier d'une année, c'est de faire en sorte que l'emploi, la formation, l'ensemble des besoins des territoires soient toujours sur les territoires et sur tous les territoires. Eh bien, avec ces dispositifs d'accompagnement des entreprises, non seulement on le garantit, mais on l'accompagne. On regarde une illustration de cette démarche et on va détailler tout cela juste après. Direction Yutz, à proximité de Thionville, où des stagiaires plus ou moins jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, suivent une formation pour devenir technicien en contrôle non destructif. Un reportage de Gaël Tiss réalisé par Via Mirabel. Alors aujourd'hui, on va étudier cette plaque, on va vérifier s'il n'y a pas des indications de défaut dans la plaque. Donc par une méthode qu'on appelle magnétoscopie. Avec cet électroaimant, Pierre envoie un champ magnétique de part et d'autre de cette soudure. Les particules de fer vaporisées sur la plaque s'amassent alors dans les fissures en présence et permettent de les détecter. Cette manipulation est l'une des premières apprises par ces stagiaires. Ils suivent une formation intensive de 3 mois pour devenir technicien en contrôle non destructif. Objectif, acquérir des méthodes de contrôle de l'état des matériaux sans les dégrader. Ça peut être en pétrochimie, tout ce qui est ouvrage d'art. Donc là, on fait des constructions de ponts là, actuellement sur l'Alsace. Donc ça, c'est très demandeur de contrôle par magnétoscopie. S'il n'y a pas de référence des plans, vous pouvez faire un petit dessin. L'Institut de soudure de Yutz assure pour les industriels des prestations de soudage, mais aussi de contrôle et d'expertise. Il forme aussi ses propres techniciens et a mis en place cette formation depuis 1 an face à une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. C'est des métiers peu connus. En contrôle, bien souvent, c'est des horaires un petit peu atypiques. Quand il y a des arrêts sur les CNPE ou en pétrochimie, on nous demande aussi d'intervenir les jours fériés, les week-ends. La radiographie, on intervient de nuit, d'où la demande de disponibilité. Pas de quoi pour autant décourager ces stagiaires sélectionnés pour leur motivation. La plupart d'entre eux étaient demandeurs d'emploi avec au moins un bac+2. Après une licence de physique, Pierre cherchait lui une formation professionnalisante. Il y aura beaucoup de déplacements, aller sur le terrain, voir d'autres entreprises pour les clients. Ça nous permet vraiment de voir plein d'aspects de l'industrie. On peut aller dans le nucléaire, on peut aller dans l'aéronautique, on peut même avoir des contrats dans les parcs d'attractions.
C'est vraiment, on peut voir beaucoup de choses en fait. Et cette formation leur assure de signer un CDI à l'Institut de soudure à l'issue de leur examen final. Les 9 candidats de la session précédente travaillent actuellement pour la centrale nucléaire de Cattenom. Voilà, un institut de la soudure qui a déjà reçu 36 stagiaires de 3 promotions et jusqu'en mars prochain, 7 promotions de stagiaires sont prévues. Un petit aspect financier, si vous voulez bien, cette formation, donc, dont on va détailler l'organisation, elle a un coût total de 122 000 euros. La région, le conseil régional, l'abonde à hauteur de 47 000 euros. L'interprofession, 63 000 euros. Et l'employeur, à savoir là en l'occurrence la centrale nucléaire de Cattenom, 12 000 euros. Valérie Debord, on est dans une illustration parfaite Oui. d'un programme entre multi-partenaires pour assurer une employabilité. Il y a évidemment Pôle emploi dont on va en parler. Effectivement, donc Pôle emploi assure ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire trouver les personnes qui vont par leur parcours ou leur savoir-être être en mesure de rentrer sur ces dispositifs. On a des gens qui sont demandeurs d'emploi, donc financés par la région. On a des gens qui sont déjà dans le cadre d'une entreprise, mais qui vont faire une formation complémentaire à l'entreprise. Donc là, c'est l'opérateur de l'entreprise qui finance. Et puis, il y a également l'entreprise à qui on demande effectivement une participation. Donc ça permet en fait de former à façon, et c'est ça qui est très intéressant, pour une entreprise dédiée, les personnes qui vont travailler dedans. Souvent, les formations qui peuvent être dispensées de façon généraliste, elles sont bien, mais elles vont forcément être par définition trop généralistes et pas suffisamment axées sur les besoins d'une entreprise. Là, c'est vraiment les besoins de l'entreprise, la technicité, là en plus on voit que c'est des choses très pratiques, très concrètes, la technicité de cette entreprise, et surtout sur le sourcing, ce qui a été fait en amont, c'est ce que disait la dame. Sourcing, identification repérage, des personnes, si voilà, tout à fait, excusez-moi, c'est s'assurer que les candidats ont bien conscience qu'ils vont devoir travailler le week-end, quand les éléments techniques sont arrêtés, c'est-à-dire le soir, quand il y a des incidents, et souvent les incidents arrivent fatalement sur le week-end ou sur les vacances, et donc ils vont être sur des horaires qui ne sont pas des horaires classiques. Et donc, ils ne sont pas pris en traître, ils savent que c'est dans ce cadre-là qu'on va leur proposer un contrat, et le contrat entre l'offre de formation et le demandeur est clair. Il a été à la base mis en place sur des dispositifs et des éléments clairs. Évidemment, ce n'est pas généralement, c'est pas tout de suite un CDI, c'est un CDD, mais... ça peut être très souvent un CDI sur des métiers aussi techniques, où il y a une demande criante. C'était très bien dit, les métiers de la pétrochimie, sur le nord de la Moselle, par exemple, on a énormément de développement sur les métiers de la pétrochimie. Donc, il y a besoin de connaissances et il y a besoin de réparation avec des grandes technicités. Et aujourd'hui, clairement, ils ont besoin d'embaucher les gens pour les fidéliser. Donc, le CDI est loin d'être rare. Quels sont les autres secteurs d'activité? J'ai parlé en introduction, évidemment, c'était pas complètement innocent, de fromagers et d'agents de sûreté. Voilà, ce sont deux des métiers très recherchés. Alors les métiers de bouche, effectivement. Quand je dis fromager, c'est surtout dans l'industrie laitière et fromagère. Donc sur la production. Sur la production sont très recherchés. Les métiers de la sécurité, bien sûr. Tout simplement, les Vigipirate qui s'est renforcé. Dans les centres commerciaux, dans les transports, dans les aéroports. Que nous avons subis et le niveau élevé de sécurité qu'il y a aujourd'hui dans notre pays nécessite des compétences particulières en la matière. Autre élément extrêmement important, tous les métiers du sanitaire et social, le vieillissement de la population. Les services à la personne. Effectivement, des postes d'aide à domicile, d'aide soignante, de façon très importante. Et aujourd'hui, on peine à recruter ces métiers. Ok. On va reparler, si vous voulez bien, de Pôle emploi. Il y a eu un pacte qui a été scellé avec Pôle emploi, le pacte 2019-2022. Et la région Grand Est est la première région de France à signer une telle convention avec Pôle emploi. De quoi s'agit-il et avec quelles ambitions précisément? Alors, il s'agit en fait de former, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le programme d'investissement compétences, plus de 20 à 30 000 personnes par an. C'est en échelle graduée, avec un montant de financement qui nous est alloué par l'État pour ces années de 556 millions d'euros en formation et en paiement des rémunérations, et de former des gens qui ont des niveaux inférieurs au bac. C'est-à-dire les gens qui
sont en rupture scolaire, souvent des jeunes qui ont quitté l'école à 16 ans, voire un petit peu avant 16 ans, qui ne sont plus forcément repérés, qui ne sont pas forcément connus dans la mission locale, que Pôle emploi ne connaît pas non plus parce qu'ils ne sont pas inscrits, s'ils n'ont pas de droit, ils ne sont pas forcément inscrits, et d'aller les chercher spécifiquement pour les amener à se former sur avant tout des savoir-être et leur permettre derrière d'acquérir des compétences. Ok, et puis on va par un dernier mot de finance. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de transport, de garde d'enfants, etc. Ça c'est aussi c'est un volet important. Il y a certes la rémunération, la participation de la région dans la rémunération des stagiaires, tout azimut, tout secteur d'activité confondu, mais il y a plein de petites aides à côté qui ont leur importance dans le quotidien, forcément. Tout à fait. Quand vous êtes une maman, je dis une maman parce que souvent on s'adresse aussi à des foyers monoparentaux et les mamans ont les enfants, mais si vous êtes un papa, c'est la même chose. Il faut que vous fassiez garder votre enfant pour aller en formation. Ça coûte de l'argent de faire garder son enfant. Et donc, on a décidé d'augmenter en fait notre aide pour la garde d'enfant. On l'a passé de 80 à 100 euros par mois sur toute la durée de la formation. Et c'est cumulatif avec les autres aides dont vous pouvez bénéficier, notamment de la caisse d'allocation familiale. C'est un plus avec également les remboursements de frais de déplacement qui doit permettre de faire en sorte que l'environnement de retour à la formation et derrière de retour à l'emploi soit facilité. Et concrètement, tout ça, c'est piloté, c'est expertisé, c'est identifié par les agents qui sont dans les 12 maisons de la région réparties sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est, dont par exemple un expert formation qui fait remonter les besoins des entreprises et puis qui lance la démarche d'ouverture de financement de telle ou telle formation, et puis surtout son organisation très concrète. C'est tout à fait ça. En fait, on a souhaité, comme nous étions une très grande région, avoir dans nos 12 maisons de région, donc sur l'ensemble des territoires, des personnes en compétence. C'est une politique qui est complètement décentralisée sur les territoires, donc des délégués territoriaux qui connaissent ces dispositifs et qui vont aller à la rencontre des entreprises en lien avec notre partenaire Pôle emploi pour faire remonter les besoins et créer, chaîner les dispositifs à façon qui vont permettre de former sur les territoires. Donc ça ne se fait pas loin, ça ne se fait pas à Strasbourg, ça ne se fait pas à Metz, ça ne se fait pas à Châlons, ça se fait sur les territoires, partout en proximité. Par rapport aux autres grandes régions de France désormais, c'est quoi? On est un petit peu pilote en la matière? On est observé? Clairement, puisqu'en fait on est même candidat sur une expérimentation en matière d'emploi. Le gouvernement a indiqué qu'il y aurait 3 régions qui seraient retenues pour expérimenter une décentralisation accrue entre Pôle emploi et les régions, avec une gouvernance qui sera celle de la région. Nous sommes candidats, et je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous sommes plutôt bien placés pour mener cette expérimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait nous faisons ça depuis longtemps, que nous le faisons de façon extrêmement proche des territoires et en partenariat très fructueux avec Pôle emploi. Allez, on va rester sur cette thématique un petit peu, j'allais dire, cette singularité de la région. tradeunion.beta.gouv.fr. On va mettre cette adresse internet à l'antenne, en bas de l'écran. tradeunion.beta.gouv.fr, c'est un nouveau site internet, c'est une nouvelle application, c'est une start-up initiée par la région pour s'adresser de façon la plus simple et la plus intuitive, évidemment la plus moderne et la plus directe à des demandeurs d'emploi éventuels pour des formations éventuelles. Ça a été créé par un agent de la région, il faut le dire, et lui rendre hommage. En fait, l'idée, c'est quoi? Vous voulez vous former à un métier et vous ne savez pas si à proximité de là où vous habitez, il y a une entreprise qui recherche. Cette entreprise, elle est connue forcément par Pôle emploi parce qu'elle recherche et elle a fait cette demande pour avoir des demandeurs d'emploi qui travaillent. Et en fait, c'est le matching, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'avant d'aller vous former, avant de commencer votre formation dans un organisme de formation, vous allez aller dans cette entreprise et vous allez vous rendre compte si effectivement le métier tel que vous en avez la représentation est réel ou pas, si cette entreprise vous plaît ou pas. Et puis le patron aussi, il va vous regarder et puis on va voir si ensemble vous pouvez former un couple employeur-salarié. Et si ça marche, eh bien vous allez aller en formation. Et là, on a un taux de réussite de 85%. C'est juste exceptionnel. Aller en formation, mais aussi et surtout au préalable, faire une sorte de stage de découverte, un stage d'observation. Une forme d'immersion, parce que vous pouvez en fait avoir une représentation d'un métier, une représentation d'une entreprise. Et puis, cette entreprise, elle peut aussi, parce qu'elle a une forme de management qui va vous plaire, particulièrement vous attirer, ou l'inverse. Et puis, un demandeur d'emploi, il peut tout de suite s'intégrer dans une entreprise avec son futur chef ou pas. Et donc, à partir du moment où vous l'avez fait en amont, bien, vous gagnez énormément de temps.
sur l'intégration. Et puis si ça ne marche pas, vous faites une autre entreprise et vous essayez une immersion dans une autre entreprise. Donc on gagne du temps. Ça permet aussi de ne pas aller se former sur un métier qui finalement n'est pas fait pour vous. Après tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien être fait pour un métier et pas pour un autre parce que vous n'en avez pas eu la bonne représentation, la bonne acceptation. Et ça va nous faire gagner énormément de temps et ça sera en proximité. Ça permettra en fait de répondre aux besoins des entreprises qui sont tout à côté de la personne qui elle-même est demandeur. Et ça illustre quelque chose qu'on ne va pas avoir le temps de détailler, mais qui a son importance évidemment, c'est les big data, l'intelligence artificielle, on va dire ça comme ça, et surtout le traitement de toutes ces données qui peuvent permettre de faire ressortir des choses très précises, malgré tout. Des grosses données, mais qui affinent le champ d'intervention et le repérage des candidats et des besoins des entreprises. Allez, Valérie Debord, si vous voulez bien, on passe à un autre sujet, mais qui reste évidemment dans cette veine. Je souhaiterais qu'on aborde les contrats d'objectifs territoriaux, les COT, qui sont des programmes montés justement dans le même esprit. Alors avant d'en parler plus longuement, on regarde, si vous voulez bien, un reportage réalisé à Remiremont en juin 2018 par Jean-François Verrier et Anne Didier, donc de Villavoge. C'était donc une archive et on en reparle tout de suite après. Est-ce une signature de plus ou au contraire la convention qui peut booster tout un pan d'économie? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Toujours est-il que les professionnels du secteur forêt, bois et ameublement se sont engagés ce mardi avec la région et l'État dans un COT, un contrat d'objectif territorial, le premier de la région Grand Est. Une signature dont le lieu s'imposait, le lycée Malraux à Remiremont, le lycée des métiers du bois, 1240 élèves toutes sections confondues avec notamment 4 bacs pro et 2 BTS dans la filière bois et depuis la rentrée, une classe de seconde professionnelle. L'avantage de cette formation, de cette classe de seconde professionnelle, c'est que les élèves pendant une année vont découvrir l'ensemble des métiers du bois, du menuisier, au technicien de scierie en passant par la construction bois et vont pouvoir faire un choix d'orientation en connaissance de cause. Les besoins justement, ils sont quantifiés. 1800 postes seraient à pourvoir dans le Grand Est au sein de cette filière dont les études montrent que les effectifs sont vieillissants. Place aux jeunes donc, encore faut-il les convaincre. Il y a vraiment des besoins en recrutement actuellement sur beaucoup d'emplois différents et localisés. On peut vraiment trouver facilement un emploi près de chez soi dans l'ameublement. Il y a maintenant les machines à commande numérique, il y a beaucoup de changements majeurs et il faut absolument que les jeunes soient formés à ces évolutions. Les professionnels du bois qui, pour satisfaire leurs besoins de recrutement, savent qu'ils ont encore des efforts à faire. Avec la numérisation, les conditions de travail ont certes évolué. Au salaire désormais d'en faire autant, l'attractivité recherchée passe aussi par là. Allez, petit bilan, si vous voulez bien, de cette organisation, de cette prise en main de la problématique par filière et par territoire. Remiremont, Massif des Vosges, Hauts-de-Vosges, tout ça, et le bois, évidemment. Oui, en fait, notre objectif, ça a été, encore une fois, d'être complètement ancré dans les besoins du territoire et de faire en sorte que sur chaque territoire, on puisse cibler les besoins, l'excellence également des formations. Là, on était sur un établissement qui fait référence au niveau, non pas Grand Est, au niveau national et qui attire de façon extrêmement importante. On a des gros besoins sur l'industrie de la scierie notamment, où on peine aussi à recruter parce que ces métiers ne sont pas connus. Et là, on offre effectivement la possibilité d'attirer des jeunes en chaînage avec l'éducation nationale. On a signé le code avec le rectorat. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte de permettre aux jeunes de s'orienter vers ces métiers. On va le faire de façon assez simple puisqu'on a une nouvelle compétence dans le cadre de la loi Pénicaud qui est celle de l'orientation. Et on va aller dans tous les établissements à partir de la 4e pour parler des métiers. Alors, on sait qui? Ce sont les professionnels qui vont aller expliquer c'est quoi mon métier, c'est quoi ma passion, c'est quoi qui fait que je me lève tous les matins. Et ça doit permettre effectivement de donner une image, non pas livresque ou d'épinal, mais de donner une vraie image de ces métiers qui sont des métiers porteurs d'avenir. Vous avez vu de la commande numérique, mais également de l'impression 3D. Donc des éléments qui sont très porteurs de sens pour l'avenir des jeunes. Allez, dernière question, Valérie Debord. Dans le cadre du programme, l'opération Performance Grand Est, qui englobe un petit peu tout ça, les demandeurs le programme dédié aux demandeurs d'emploi, et puis l'organisation, l'identification d'emplois par secteur et par territoire, il y a, au-delà de tout ça, l'anticipation des métiers de demain, et donc la mise
en place de formations qui n'existent pas encore, pour des métiers qui n'existent pas encore. Ça, c'est compliqué, mais c'est d'importance. Oui, c'est important. On a souhaité permettre aux organismes de formation, au travers de formations dédiées, il y a 7 millions d'euros qui sont dédiés dans le cadre du programme là-dessus, de faire en sorte, eux aussi, d'élever leur niveau de compétence. Parce que si on veut des gens qui soient formés et de bon niveau, il faut que les gens qui les forment eux-mêmes puissent acquérir des bons niveaux et toujours la possibilité d'ouvrir leurs écoutilles pour savoir qu'est-ce que va être demain. On ne le sait pas complètement, mais néanmoins, il faut aller se former, il faut réfléchir différemment, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, il faut bouger. C'est leur métier. Ils ont besoin de vous pour faire ça? Oui, parce que leur plan de formation... Ils ont besoin d'un peu de financement pour faire ça? Oui, sur leur plan de formation. Et puis quelque part, c'est gagnant-gagnant. Des organismes de formation qui seront percutants, qui seront précis, qui seront à la pointe de ce qui se fait, non pas en France, mais en Europe et dans le monde. Eh bien, c'est des organismes de formation qui seront en capacité de porter notre territoire encore davantage. Au printemps dernier, on va voir quelques photos du bilan de la première année, grosso modo, de cette opération, de ce programme Performance Grand Est. Quel bilan en avez-vous tiré? Là, on est sur les cotes, sur les COT, les contrats d'objectifs territoriaux. 2 tiers des personnes qui ont suivi une formation dans le cadre des dispositifs que nous avons mis en place, 9 mois après, sont en emploi. C'est un bilan que nous pouvons considérer comme très positif. Et notre région a baissé de 2 points son taux de chômage. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui est inférieur au taux de chômage national. Nous sommes à 8,1, le taux de chômage national est à 8,5 et surtout, ça fait 15 ans que notre région n'était pas en dessous du taux de chômage national. Et ça, je pense que c'est assez parlant. Avec d'énormes disparités, si je peux me permettre, selon les territoires. Bien évidemment, c'est pour ça qu'en fait, nous sommes très enclins à appuyer nos moyens sur les territoires les plus fragiles. Par exemple, le bassin de Saint-Dié est aujourd'hui un bassin qui a baissé déjà de façon importante son niveau de chômage, mais qui est encore élevé. Donc c'est pour ça que nous y travaillons avec notamment, je n'en parlerai pas maintenant, mais des objectifs de formation nouveaux sur ce territoire pour l'année à venir. Ok. Oh, j'imagine autour de la plasturgie peut-être. C'est pas impossible. Ah, c'est pas impossible, voilà, j'ai deviné. On en parlera effectivement ultérieurement. Valérie Debord, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Je me permets de repréciser 2 sites internet qu'on va revoir à l'antenne. formation-orientation.grandest.fr. Ça, c'est une sorte de guichet unique, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Où puis-je trouver une formation? Comment puis-je financer cette formation? Avec quelles contraintes matérielles, techniques, etc. Et puis pour les entreprises, où trouver, auprès de qui trouver tel ou tel profil, et puis pareil, auprès de quel éventuellement organisme de formation je peux m'appuyer pour mettre en place des formations spécifiques, on l'a bien compris. Et puis je répète, traitdunion.beta.gouv.fr, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., qui sont assez dynamiques, tout cela est partagé là-dessus, ce qui fait que, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de big data, mais le traitement de toutes ces informations permet d'affiner la recherche et la pertinence. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Vivre en Grand Est.